chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Christelle Vwanga, journaliste, politologue et militante des droits des femmes en République démocratique du Congo. Christelle, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Madame Barge et merci plutôt à vous. Vous avez pensé à ma personne pour parler de cette question récurrente sur la femme congolaise et la femme africaine. Je vous dis donc sincèrement merci de la part de toute la jeunesse féminine congolaise et africaine, surtout pour votre travail. Vous abattez un travail excellent et nous, dans le continent, peut-être que vous dites, vous êtes devant votre micro, mais vous atteignez énormément des femmes et vous changez la vie et les avis de beaucoup de femmes. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Christelle, on est là pour ça. Une petite bio sur vous, école de journalisme, l'IFASIC, cette grande école de Kinshasa où il y a beaucoup de femmes d'ailleurs. On a atteint la parité, je crois. Là, c'est plus les femmes que les hommes. C'est 70%, c'est ça? Oui, peut-être même plus. Même plus. Ouais. Radio-Télévision nationale congolaise, la RTNC2, donc vous avez travaillé donc dans cette chaîne. Vous avez créé une chaîne YouTube et un blog Sommet TV. En 2016, vous avez créé WIFE, association pour les femmes, dans le but de développer le leadership chez les jeunes filles et les femmes. Vous êtes conférencière, vous parcourez le monde pour parler de toutes ces choses-là. Vous avez reçu 10 prix ces 4 dernières années, ce qui est assez considérable, dont le prix du meilleur journaliste de l'année 2017, meilleure militante des droits des femmes, et vous êtes justement à Washington, n'est-ce pas, pour votre domaine bien particulier, la politique et les femmes. Christelle, merci beaucoup encore de participer à cette émission. Alors, on va parler de ça justement. La place des femmes en politique, en République démocratique du Congo. Avant de parler de ça, brièvement, racontez-nous un petit peu votre séjour ici, mais très brièvement pour qu'on puisse parler, nous, de l'essentiel. Brièvement, mon séjour, c'était purement social, si je peux le dire, et politique aussi, parce que je suis venue porter un nouveau message à la communauté, notamment la communauté congolaise de Washington et pourquoi pas de New York et deux autres États des Amériques. Là, j'ai porté, c'est-à-dire une nouvelle vision du partenariat qui peut exister entre la diaspora et nous qui vivons au pays. C'est-à-dire, il y a... Est-ce que c'était axé, excusez-moi de vous couper tout de suite, est-ce que c'était axé sur les femmes? Oui. Principalement les femmes, parce que nous avons un projet d'une construction d'une école gratuite dans l'ouest du pays, ce qui est rare et ce qui ne s'est jamais fait parce que beaucoup d'ONG internationales et mouvements se concentrent dans l'est du pays. Et vous savez bien que dans l'est du pays, c'est là où il y a eu beaucoup de viols de femmes. Et curieusement, cette année et l'année passée, il y a eu encore plus de viols des femmes. C'était en ce moment-là au centre du pays, au Kasaï. Et cette épidémie s'est propagée, voire même que les filles ne vont plus à l'école et il y a des séquelles, vous savez comme moi madame, que le séquelle des viols, ça ne s'efface pas automatiquement. Nous voulons commencer par ce projet de la construction d'une école gratuite pour permettre à ces filles-là de venir rencontrer un autre monde, de venir réfléchir autrement. Formidable, merci beaucoup pour ce que vous faites. Alors, la place des femmes en politique en République démocratique du Congo, participation, représentation des femmes dans les instances politiques et de décision. Alors, on va peut-être pas espérer jusqu'ici, dans les quelques années qui viennent, avoir une femme présidente, n'est-ce pas, en RDC, mais cependant, au niveau des parlementaires, moi j'ai relevé le classement mondial au 1er mars 2018 de l'Union interparlementaire et on a des chiffres assez impressionnants. La République démocratique du Congo est 168e sur 192, alors qu'on a très bons élèves en Afrique. On a le Sénégal, le Rwanda, la Namibie, etc. Exactement. Et qui sont d'ailleurs dans les premiers, dans les tout premiers. Les législatives 2011, sur 492 députés, seulement 44 femmes, soit 8,9%. C'est tout en bas. Les sénatoriales 2006, 2007, 2006, 5 femmes sur 108 hommes, soit seulement 4,60%. Et ce qui est intéressant dans ce chiffre, c'est que là,
au niveau des sénatoriales, la RDC se retrouve dernière de la liste en fait. C'est-à-dire que on va dire le résultat au niveau des députés n'est pas si mauvais que ça. Il y a des moins bons élèves. Par exemple, le Yémen est à la fin. Mais en revanche, 4,60% pour les sénatoriales, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais. Voilà. Donc, on se demande quand même pourquoi. Et si on peut espérer plus pour la prochaine fois, j'imagine que oui. Cette question est vraiment transversale, c'est-à-dire c'est une question qui a beaucoup de sous-questions, qui a beaucoup de réponses, mais puisque nous sommes à la radio, nous allons aller vite. J'ai d'abord aimé la juxtaposition de vos recherches parce que même les journalistes sur place à Kinshasa ne font pas ce travail-là que vous venez de faire. C'est-à-dire, on ne cherche pas à questionner les chiffres. Pourquoi les réponses sont comme ça? Et peut-être, si je dois ajouter quelque chose, c'est qu'il y a 5 femmes qui se sont rajoutées parce qu'elles ont été suppléantes de leur époux et tout, qui se sont rajoutées dans cette liste. Mais on ne peut pas parler d'individualité. C'est la conséquence immédiate de ce qui se passe dans les partis politiques. Parce qu'il faut se dire, la plupart des femmes qui ont été élues, évidemment, sont passées par les partis politiques. Et eux-mêmes, dans leur parti, il n'y a pas une politique d'accompagnement de la femme. L'année, je crois, il y a 2 ans passés, au Parlement, il y avait une sorte de loi que nous, d'ailleurs, analystes et activistes de droits des femmes, on a qualifié cette loi de favoritisme, où on se disait qu'il y aurait des sièges qui seraient discutés seulement par 2 femmes dans chaque circonscription. Nous, on a dit, on ne voulait pas de ça parce que ça s'apparentait au favoritisme. Nous voulons qu'il puisse y avoir, par exemple, en amont, des ressources d'accompagnement en termes financiers, mais aussi en termes, dans les campagnes, tout, qu'on finance des femmes qui veulent oser, qui veulent postuler. Mais au-delà de ça, c'est aussi une question sociétale. Dans mon pays, l'histoire n'est pas assez favorable. L'endroit où on va construire l'école, par exemple, c'est à Kimpese, dans le Bas-Congo. Selon l'UNESCO, 85% de femmes ne savent ni lire ni écrire. Et dans ce monde-là, qu'attendez-vous des femmes, même au cas où elles sont élues? Dans cette province en particulier. Les chiffres. 85% de femmes ne savent ni lire ni écrire. Ça, c'est énorme. On ne peut pas attendre, si en amont, le problème existe, ça veut dire qu'en aval, ça va aussi exister de ces femmes-là. Mais même quand elles nous représentent, vous allez voir qu'on ne les sent pas au Parlement. C'est-à-dire, on ne les sent pas, elles ne parlent pas, elles ne décident pas, elles ne proposent pas de loi. On a l'impression que ce sont des bouches-trous, ce sont des femmes qu'on a placées là parce qu'il fallait qu'il y ait des femmes. Et c'est ce que nous, la nouvelle génération, on se dit non. Mais alors, c'est pas très bon ça, parce que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si en plus de ça, elles ne s'expriment pas et elles ne proposent pas justement ce pourquoi elles sont là, c'est inquiétant. C'est inquiétant et inadmissible, madame, incompréhensible. J'étais au Parlement, au ministère des Affaires étrangères américain, c'est le département d'État, c'est ça. Donc j'étais là et la dame qui m'a reçue, elle m'a dit, on avait une activité avec les femmes parlementaires au Congo, mais laisse-moi te dire, madame, j'étais déçue parce que ce sont les mêmes activités qu'on a faites avec le Rwanda, avec des femmes parlementaires d'autres pays, mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Sont plus éduquées. Oui, plus éduquées, plus déterminées et surtout, ce sont des femmes qui se considèrent comme des êtres à part entière lorsqu'elles sont devant les décisions de la nation. C'est pas les femmes qui viennent te dire écoute, c'est parce que je suis une femme, je vais être là. Mais ce sont des femmes qui, je veux pas dire hommes, c'est des vraies militantes. Des vraies militantes et des vrais politiciens. C'est dans la presse. Une Sud-Africaine blanche a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme pour insultes racistes. La première incarcération pour ce délit généralement sanctionné financièrement. Elle avait traité un agent de police noir de kafir, terme insultant pour désigner les Noirs sous l'apartheid. Un enregistrement vidéo largement diffusé sur les réseaux sociaux la montre en train d'insulter l'officier de police qui lui était venu en aide. Jusqu'à cette affaire,
les auteurs d'injures racistes étaient exclusivement sanctionnés financièrement. En 2016, une autre agente immobilière, Penny Sparrow, avait écopé de 10 000 $ d'amende pour avoir comparé sur les réseaux sociaux les Noirs à des singes. Christelle, on revient sur notre sujet. Le gouvernement de la RDC, c'est à peu près 10% de femmes. C'est pas grand-chose non plus. Et il me semble qu'on a des femmes, on a notamment Marie-Ange Muchot-Bécois. Elle est là depuis longtemps, elle, non, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Qui était dans l'opposition, qui est maintenant au pouvoir. Donc c'est un peu ce jeu-là de ping-pong. C'est une qui était parmi, qui entourait le feu Étienne Tshisekedi, le représentant de l'opposition. Et quand on a frappé, c'est-à-dire quand le régime a utilisé son moyen le plus fort, ils ont pris quelques-uns, notamment Madame Muchot-Bécois qui se retrouve ministre des Droits humains. Et donc, dans ces, je crois qu'il y a 6 femmes. Alors, ce qui est noté là, c'est qu'il y en a moins qu'en 2000. Il y en a moins que dans les 2 équipes précédentes, c'est ça. Au-delà même de ça, madame, ce ne sont pas des postes régaliens qu'elles occupent. Oui, bien sûr. Ce sont des vice-ministres, c'est la jeunesse, l'enfance, le genre, la culture. Voilà. Ce n'est pas la défense, ce n'est pas le portefeuille, ce n'est pas l'intérieur, les affaires étrangères. Ça, c'est ce qu'on ne donne pas à la femme. Mais je suis moi-même gênée d'utiliser ce verbe donner, parce que moi je dis que la femme, elle ne doit pas attendre qu'on puisse lui donner quelque chose, elle doit elle-même aller chercher. Je vous donne mon exemple. Au pays, je suis un peu une sorte de rebelle, si je peux le dire. C'est comme ça qu'on me taxe, on peut le dire un peu intransigeante, parce que je n'émâche pas les mots, parce que j'estime que nous sommes porteurs de idéaux. Et lorsque nos idéaux sont attaqués, et nous contre-attaquons avec les moyens de bord, c'est-à-dire avec la parole, avec les médias, avec les analyses, c'est tout ce que nous faisons. Et voir ces femmes enroulées à chaque fois elles-mêmes avec des organisations sexistes, il faut les voir le 8 mars au pays, tout ce qu'elles organisent, des fêtes, des défilés, des pagnes et tout. Et c'est de façade. Nous disons qu'une révolution doit se faire dans le chef de la femme congolaise et elle doit commencer. Et j'ai aimé quelqu'un qui m'a dit il faut les prendre très tôt, c'est-à-dire à ces femmes-là, il faut les parler quand elles sont encore jeunes. C'est comme ça que je parcours souvent des écoles, des universités pour parler aux moins jeunes, pour leur dire que regardez l'avenir que nous avons. Et madame, peut-être que vous allez croire que c'est un problème d'instruction. Moi, je vous dis tout de suite non, parce que dans mon pays, il y a des femmes qui sont licenciées en droit, mais il faut la voir lorsque le mari décède. Elle ne sait même pas où aller revendiquer ses droits. Ce sont ces femmes-là qui sont menacées par ses patrons, intimidées, où elles reçoivent des avances sexuellement, si je peux le dire, sous menace même de la virer, mais elle ne sait pas comment revendiquer, où se plaindre, elle ne sait pas, mais c'est une femme instruite. Donc le problème, ce n'est pas seulement l'instruction, c'est aussi la détermination. Et comme je le dis souvent sur place à Kinshasa, j'ai dit qu'il faut paramétrer la femme congolaise. Il faut la paramétrer. Mais on va parler de la nouvelle génération parce que je pense qu'elle est bien différente. Non ? Ouais. Parole de femme. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap, a tendu le micro à 2 militantes des droits humains, un engagement qui ne leur vaut pas que des lauriers, nous dira-t-il, comme à vous, n'est-ce pas, Christelle ? Maximilienne Gombe, la cinquantaine, a crevé l'écran en janvier 2015 quand le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, a dénoncé en exclusivité les exactions de l'armée dans la région de l'extrême nord. Dans la lutte contre la secte terroriste, Boko Haram, les forces de défense et de sécurité ont fait l'incursion dans 2 villages parce qu'ils auraient entendu qu'il y aurait des complices de Boko Haram dans ces villages. Sans bien se renseigner, ils ont raflé les 2 villages, surtout les hommes et les jeunes. Et nous, on sait qu'il y a eu au moins 130 qui sont décédés dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées et qui ont été, n'est-ce pas, inhumés
Jusqu'à aujourd'hui, on demande toujours où, personne ne sait. Pour Issa Tirouma Bakari, porte-parole du gouvernement camerounais, seules 25 personnes étaient portées disparues. À la tête du REDAC, depuis 2007, la publication de ce rapport, en collaboration avec Amnesty International, avait été suivie d'actes d'intimidation contre la directrice du REDAC et ses proches. À Yaoundé, Cyril Roland Béchon, la trentaine, cumule déjà 7 ans d'expérience à la tête de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme. À plusieurs reprises, elle s'est sentie en danger dans l'exercice de ses activités. Cyril Roland Béchon, directrice Nouveau Droit de l'Homme. Après la sortie du rapport d'Amnesty International sur la torture au Cameroun, j'ai été séquestrée dans une compagnie de courrier express par des agents de renseignement. On vit au quotidien l'irruption des forces de sécurité, des autorités administratives dans nos bureaux, nous empêchant ainsi de travailler. Un extrait du reportage d'Emmanuel Jules Ntap que vous pouvez retrouver sur voaafrique.com. Vous écoutez Le Monde au féminin avec Christelle Vouanga. Avant de revenir sur la nouvelle génération, ces jeunes femmes comme vous, d'une trentaine d'années, qui se présentent aux prochaines élections et qui font de la politique, je voudrais revenir sur les chiffres de l'Union interparlementaire. Parce que, comme on l'a dit, quand même, les meilleurs élèves sont des pays africains. Bon, ceci dit, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, le nombre ne fait peut-être pas forcément la qualité. C'est-à-dire qu'après, on a le Rwanda numéro 1 comme tout le monde le sait, la Namibie numéro 4, numéro 9 Afrique du Sud, numéro 11 Sénégal, numéro 13 Mozambique. C'est vraiment des bons élèves. Et tout de suite après, on a le numéro 15, c'est la France. La France, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au niveau des sièges, on a beaucoup plus de sièges en France. On en a 577, donc sur les 577, on a 225 femmes. Mais tout de même, on est quand même au niveau du pourcentage, on n'est quand même pas au même niveau. Le Royaume-Uni arrive à la 41e place. Bon, c'est pareil, pour l'Allemagne, 47e. C'est pareil, il y a beaucoup plus de sièges. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au Cameroun, il y a une jeune candidate qui va se présenter donc fin 2018, qui veut en fait augmenter le nombre de sièges à l'Assemblée nationale pour donner plus d'opportunités aux femmes. Arabie Saoudite, intéressant, là ça n'a pas beaucoup bougé depuis le rapport de l'année dernière. Arabie Saoudite, Indonésie, États-Unis. États-Unis après l'Arabie Saoudite. États-Unis, voyez les chiffres, sur 431 députés représentants, donc on a 84 femmes et on a seulement 22, je crois que c'est 23 maintenant, 23 sénatrices aux États-Unis. Intéressant, n'est-ce pas? Sur 100 sénateurs. La Russie, numéro 130. Et après, on a par contre, à la fin, on a tous les mauvais élèves qui sont effectivement encore là de l'Afrique. Donc on retrouve l'Afrique comme meilleurs élèves et l'Afrique en fin de liste également. Bon, on a le Tchad, la Sierra Leone, ça c'est tout ce qui est en dessous de 13%. Maurice, Congo, Brazzaville, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, ce qui est étonnant. Gambie, Libéria, très étonnant, avec une femme présidente, enfin, qui n'est plus présidente maintenant, mais on a trois sénatrices. On a la République démocratique du Congo avant le Botswana, Mali, Centrafrique et, chose étonnante, le Bénin qui est si bas. Je suis très étonnée de voir le Bénin aussi bas avec seulement 6 députés femmes et donc 7,20%. Très brièvement, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. En pensant aussi aux autres pays, comme les États-Unis. Voilà. Je vois que les chiffres sont très éloquents et on peut donc comprendre que les problèmes de la femme vont au-delà des frontières, au-delà des cultures et voir ça des États-Unis, c'est quand même assez étonnant parce que en même temps ça m'étonne pas parce que je me documente beaucoup sur l'état de la femme et quand une femme comme Hillary Clinton vous parle de plafond de verre, je me demande, cette avocate chevronnée, cette ancienne première dame qui a eu beaucoup de privilèges à travers sa fondation, comment est-ce que cette femme peut parler de plafond de verre? C'est-à-dire pour Hillary, c'est-à-dire il y a un moment donné, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, on vous arrête parce que vous êtes une femme. On vous rappelle que là, les femmes ne passent pas. C'est comme ça que sur place au pays, je demande beaucoup aux jeunes filles de lire les grandes dames parce qu'elles ont beaucoup écrit et en mettant
les informations ensemble de Simone Veil, par exemple, en France. Quand vous lisez Simone Veil, vous lisez Ellen Johnson, vous venez de parler d'elle, l'ex-présidente du Libéria. Vous lisez Hillary Clinton sur la question de femmes, vous allez voir que les problèmes sont les mêmes, les difficultés sont les mêmes. Ça n'empêche pas qu'on soit américaine ou congolaise ou béninoise ou russe, la femme a un combat. Vous savez, madame, dans le monde, il y a beaucoup de place, madame Nathalie, il y a beaucoup de place pour les hommes médiocres, vous le savez. Dans mon pays, par exemple, vous voyez des ministres qui font du n'importe quoi, mais ça passe parce qu'ils sont des hommes. Mais une femme médiocre n'a pas des places. On la pardonne pas. On la pardonne pas. On questionne toujours ses compétences. On va jamais questionner les compétences de l'homme. Exactement. C'est comme ça que je dis toujours, une femme, quand elle travaille, parfois, elle a 3 fois plus, 4 fois plus à prouver. Parce que non seulement elle travaille pour elle-même, elle travaille pour sa sœur africaine qui n'a pas eu l'occasion d'étudier. Elle travaille pour sa sœur, son autre sœur, qui peut-être a étudié, mais le mari refuse qu'elle puisse travailler. Elle travaille pour son autre sœur qui n'a pas les mêmes moyens d'épanouissement. Donc, chacune d'entre nous travaille pour les autres. Nous sommes les porte-étendards de cette lutte. À ce propos, les porte-étendards, vous en êtes un. La nouvelle génération, elle est comme vous, elle est extrêmement instruite. Et ces nouvelles femmes, là, vous pouvez nous en citer quelques-unes, mis à part vous, parce que je pense que vous avez l'intention de prendre cette voie aussi, la politique, n'est-ce pas? Oui, une suite logique d'ailleurs de ce que je fais, parce que c'est ça la notion basique de la politique. C'est-à-dire travailler pour la res publica, l'organisation de la cité. C'est ça la politique. Tout ce qui se passe autour, là, c'est la démagogie. Et nous aimons cette politique-là simplement. Il y a des femmes, il y a des mouvements, des femmes de jeunes comme la Loucha, Filimbi sur place au pays, où on sent une émergence de la jeune fille, Cantarebourg. Il y en a peut-être des noms, ça sera un peu difficile, mais il y en a même dans les partis politiques comme l'UDPS aujourd'hui, il y a une jeune génération qui monte, même au parti au pouvoir, le PPRD, il y a des femmes, des jeunes femmes qui montent, mais tout dépend de la manière dont on aborde le sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une manière générale, on a remarqué, c'est pas seulement en Afrique, les femmes chefs de partis politiques, c'est quand même très rare. Alors, chaque parti politique a de plus en plus sa section féminine. Alors, on recrute beaucoup de femmes comme ça, qui vont apporter encore plus d'électeurs au parti qui est dirigé par un homme, alors qu'en fait, ces femmes, elles auraient meilleur compte à créer leur propre parti politique. Et pourquoi elles font pas ça? Exactement, Nathalie. Ça a d'ailleurs été un débat avant que je vienne ici. C'est de ça qu'on parlait. Donc, c'est Ligue des femmes, c'est comme ça qu'on appelle ça dans les partis politiques. C'est devenu c'est très à la mode, hein, dans tous les pays. Une sorte de caisse de résonance, ou je peux appeler ça de cheval de bataille, par exemple, où il y a pléthore des femmes qui arrivent, des acclameuses, elles sont là pour nettoyer les chaises, elles sont là pour faire le protocole, elles sont là pour préparer, pour mettre la table, mais je me dis, mais si vous voulez faire ça, allez faire du bénévolat. La place quand une femme décide de venir à la politique, elle doit s'asseoir. Et si c'est vraiment, en tout cas pour certains mouvements, pas pour tous, hein, il y a des mouvements où elles sont vraiment très engagées, mais si, comme vous le dites, c'est le cas, c'est même un retour en arrière, c'est même pas avancé. Oui, retour en arrière, parce que vous savez, l'histoire de l'Afrique quand même, il y a eu beaucoup de femmes, en passant par Cléopâtre, la reine de Saba, chez moi il y a eu des reines, les Ashanti, vous voyez, il y a eu des femmes, chez moi il y a eu celle qu'on appelle Kimpavita, la Jeanne d'Arc congolaise, elle s'est battue, c'est-à-dire l'histoire a été déformée. La femme congolaise et africaine a toujours occupé le devant. C'est elle qui nourrit, même aujourd'hui, nous avons grandi au Congo. Ce sont nos mères qui nous ont fait grandir. C'est elles qui vendent tout. C'est elles qui se réveillent le matin pour aller chercher le pain. C'est elles qui font le chant. C'est elles. Et quand nous voulons aller en politique, souvenons-nous de cette femme-là qui, elle, n'a pas été instruite, mais qui travaille. Travaillons dans la politique pour occuper des postes